1, 2. 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous. Donc je me présente, Quentin Lémence. Je suis le Head of Expediting côté Vulcain. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît le métier d'expediting. Mais aujourd'hui, on accompagne EDF depuis près d'une dizaine d'années dans le suivi de ses fournisseurs, notamment dans le cadre de la maîtrise des fabrications. Et donc je suis accompagné de Mickaël Teston. Bonjour à tous, donc, je suis Mickaël Teston. Je suis dans le management de projet chez EDF. J'ai travaillé sur plusieurs projets, plutôt dans la construction à l'international en Chine, où j'ai démarré le premier CPR1000 chinois et le projet de Taishan. Et puis chez EDF, depuis 10 ans, je suis dans la gestion de projet et l'expediting ces dernières années. Donc, comment nous est venue l'idée de ce workshop? En fait, il est issu d'un retour d'expérience. Voilà, ça fait quand même de nombreuses années aujourd'hui qu'on parcourt, on va dire, les usines de la filière à travers la France et la Navarre. Et attendez, il y a un petit problème technique, on dirait. Bon, je vais continuer. Et donc, en fait, voilà, on a constaté effectivement que dans de nombreuses entreprises, voilà, beaucoup de choses étaient mises en œuvre dans le cadre d'un certain nombre de métiers. Voilà, métiers techniques, métiers de la qualité, métiers des approvisionnements. Mais malheureusement, dans le domaine de la gestion de projet, c'est souvent fait en fait derrière, on va dire de façon discrétionnaire par les chefs de projet, mais jamais quelque chose de façon vraiment très structurée. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec des situations d'un manque de visibilité, d'un manque de contrôle en termes de gestion de projet. Et voilà. Et donc, dans le cadre de l'expediting, on a mis en place aujourd'hui une digitalisation. Et bon, l'objectif, c'était de vous présenter un petit peu ce retour d'expérience, de quelles sont les étapes clés qu'il faut vraiment respecter aujourd'hui pour réussir une digitalisation. Parce que vous avez des concepts qui sont très simples intellectuellement, mais dans leur mise en œuvre, comme il y a un certain nombre d'acteurs et de parties prenantes en fait, qui font partie de la vie du projet, en fait, finalement, les résultats sont souvent pas à la hauteur de ce qu'on voulait au départ. Et on a vu beaucoup d'initiatives. Aujourd'hui, on parle beaucoup de digitalisation dans un certain nombre d'environnements. Mais finalement, alors je pense qu'on en a tous eu l'expérience, on se retrouve des fois avec des outils qui sont complètement déconnectés de la réalité du besoin des utilisateurs. Et donc qui deviennent, du coup, pour le management, extrêmement difficiles à exploiter. Voilà. Et donc nous, notre thématique, elle est principalement aujourd'hui sur la maîtrise aujourd'hui des plannings sur un projet, indépendamment bien sûr des problématiques techniques. Aujourd'hui, il y a des choses à mettre en œuvre pour permettre justement d'améliorer en tout cas la maîtrise, l'anticipation des risques. Et cette fameuse notion qui nous est très chère, cette notion de date au plus tôt, date au plus tard sur un planning, qui est très peu représentée aujourd'hui dans la filière, mais qui est extrêmement essentielle aujourd'hui pour EDF et pour les différents donneurs d'ordre, pour justement, eux, mesurer les impacts potentiels d'un retard. Hein ? Donc, très rapidement, sur les premiers slides, on va vous présenter un petit peu, certains concepts qui sont connus, mais voilà, on va en parler un petit peu. Donc aujourd'hui, voilà, comment se déroule aujourd'hui un projet nucléaire? Donc, quel que soit le projet, que ce soit dans le nucléaire ou ailleurs, on sait qu'il y a différentes phases. La première sont les phases d'études, où il faut bien définir dès le début quels sont les enjeux, quels sont les objectifs, quelles sont les données qui sont importantes. Et notamment, un point qui apparaît très vite clé, c'est l'aspect documentaire. Dans des gros projets comme les nôtres aujourd'hui, on se retrouve à produire des milliers de documents très très vite, qui ont des enjeux différents. Qui est déjà, au départ c'est le design, mais très très vite on va devoir parler de contractualisation, mais on va parler de fabrication et de réalisation. Et en fonction des enjeux, il est apparu très important. On sait que sur des projets, par exemple, on demande dès le début la liste des documents à produire. Et pourquoi ? Parce qu'il est important, notamment vis-à-vis des fournisseurs, de très très vite leur dire quels sont les documents et les échéances à lesquelles on les veut. Parce qu'on va se retrouver, c'est le Rex, très très vite, on reçoit les documents par paquet, par centaines. Et par exemple, si on prend juste le détail d'une fabrication ou d'une qualification, très très vite, il faut définir le design, mais très très vite, il faut arriver à identifier les documents dont on aura besoin pour lancer la qualification du produit. Et ça, donc voilà, dans la donnée, et comme pour la réalisation, comme pour la fabrication d'ailleurs aussi, dans la donnée, il y a un enjeu à identifier et à le maîtriser,
pour pas que les documents, et pour que déjà les fournisseurs sachent quelles sont les priorités et quelles sont les échéances à laquelle on souhaite avoir certains documents spécifiques. Ils n'ont pas tous le même niveau d'importance et de valeur. Et si on ne fait pas ça, eh bien, c'est le règle qu'on a, eh bien, très très vite on se retrouve à courir après des choses ou à traiter des écarts de manière récurrente. Et c'est vrai que voilà, l'enjeu vraiment en début de projet, c'est vraiment d'arriver à mettre en place une structure qui est certes très méthodique, mais qui doit être aussi extrêmement agile pour pouvoir gérer justement tous les événements au cours de la vie du projet. Aujourd'hui, beaucoup de projets, voilà, il y a des reprises de conception en cours de route, il y a des problématiques techniques qui ramènent justement dans le process à revenir, à faire un retour arrière en fait, finalement, sur le projet alors que vous avez des approvisionnements qui sont déjà lancés. Donc si vous n'avez pas un système agile, vous ne pouvez pas aujourd'hui arriver à maîtriser l'ensemble des composantes de ce projet-là. Et donc c'est pour ça que ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir, voilà, dans cette méthodologie-là, déjà de définir quelles sont toutes les données critiques que vous avez selon les différentes phases de votre projet, et ensuite de trouver les moyens de pouvoir les maîtriser. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Bon, j'apprends rien à personne, on va aller très vite là-dessus. C'est juste les limites de fonctionnement actuelles. Voilà, la photo représente bien, en tout cas nous, notre vision du suivi des fabrications. C'est un amas de fichiers Excel. Voilà. Tout le monde va de son fichier Excel, tout le monde va de sa petite perception sur son périmètre local, mais qui rend totalement impossible la connexion des informations les unes aux autres, qui rend les choses extrêmement chronophages pour pouvoir faire des états des lieux à des états-majors pour prendre des décisions. Voilà, moi j'ai un exemple personnel, puisque je travaillais dans la robinetterie par le passé, robinetterie nucléaire. Bon, quand il vous faut 4 jours pour faire un état des lieux des approvisionnements sur un projet, 4 jours après, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Donc en fait, vous êtes déjà dans le faux. Voilà. Et moi, pour la petite anecdote, je me suis déjà retrouvé avec un client à annoncer des délais sur une robinetterie. Je sors de l'Arion, donc je prends des engagements de délai. J'y crois, j'ai pris des mesures voilà, de sécurisation. Puis je sors de là, la supply chain m'annonce 2 mois de plus de retard en fait, pour l'approvisionnement principal. Donc là, vous avez pris des engagements, vous sortez quelque chose, vous avez pris des engagements clients, et vous sortez de là, vous savez déjà que c'est faux. Donc, voyez, donc cette maîtrise-là, en fait, donc la connexion entre les différentes phases dont on a parlé tout à l'heure, la partie appro, la partie étude, la partie réalisation, etc., elle est essentielle aujourd'hui dans la maîtrise globale. Et puis, bon, voilà, du coup, on se retrouve avec des données qui sont souvent subies. C'est-à-dire que derrière, voilà, c'est ce que je vous disais, on ne peut pas faire communiquer les éléments les uns aux autres. Et donc, naturellement, à la fin, en fait, la restitution qui est faite au management est souvent erronée. Et donc, du coup, les prises de décision qui sont faites sont souvent soit en décalé, soit contre-productives par rapport à la réalité de ce qui se passe au niveau des opérations. Vas-y. Donc là, en fait, voilà, pour digitaliser, voilà, nous, on a identifié vraiment 3 éléments qui nous semblent vraiment importants, sur lesquels il faut vraiment insister. On n'est pas là pour parler de programmation, de schéma de données ou de choses comme ça. On est surtout là aujourd'hui pour dire, pour nous, il y a 3 éléments clés pour réussir à digitaliser une activité. Donc le premier, c'est effectivement d'identifier les données clés, on en a parlé tout à l'heure. On a cette maladie souvent de définir ce qu'on appelle les KPIs avant même d'avoir fait l'analyse de qu'est-ce qui pouvait être produit depuis les données des activités. Donc voilà, on définit, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça, sans jamais même se poser la question de savoir si, au niveau opération, ce sont des éléments qu'on est capable de récupérer. Donc du coup, la bonne approche. La bonne approche, c'est de bien identifier dès le début et avec les fournisseurs, ceux qui fournissent les données, ce qu'ils sont en capacité de fournir. Quelles sont les données dont on a vraiment besoin? Vu qu'on est un peu autour de manufacturing, on va prendre ça comme exemple, mais ça marche pour tous les projets. Ou par exemple, c'est pareil, si je vais chez un fournisseur et que je lui demande je veux identifier les bons éléments pour suivre ses fabrications, il faut aussi que je regarde comment lui, quel outil de gestion il a, qu'est-ce qu'il est capable de me fournir, et aussi que j'identifie les données externes. Typiquement, par exemple, s'il doit me fournir 20 matériels et qu'il s'engage à me les fournir sous 2 mois, si je ne me suis pas assuré que sa capacité de fabrication, parce que souvent naïvement ils nous répondent, mais leurs services achats passent des contrats, et leurs services surtout commerciaux passent beaucoup de contrats, et si on ne s'est pas assuré que dans les faits, sa capacité elle n'est pas inférieure à ce qu'il s'est engagé à nous fournir, on va se retrouver avec des livraisons impossibles, comme on l'a dit. Donc il faut bien identifier
les données avec eux, ce qu'ils sont capables de nous donner et ce dont on a besoin. Et pas juste avoir des indicateurs ou des KPI qui nous donnent une vision, on dira, erronée souvent, quoi. Et surtout, voilà, deux éléments importants. Qui possède la donnée? Qui la produit? Et à quelle fréquence? Voilà. Ça, c'est des données qui sont essentielles pour pouvoir identifier quelles sont les données sources que vous pouvez récupérer de l'activité de celles que vous devez calculer ou consolider depuis ces données sources. Voilà. Et après, de là, en fait, c'est là où vous remontez. Donc, vous avez ce fameux triptyque, l'indicateur qui n'est que la conséquence de l'analyse de votre activité, des données qui en résultent, et ensuite, vous pouvez générer les indicateurs. Et honnêtement, pour avoir vu quand même pas mal d'entreprises, pas mal d'usines, aujourd'hui, quels que soient les modes de fonctionnement, quelles que soient les organisations, les KPIs à la fin, on les connaît, on sait ce qu'on a besoin pour faire du monitoring de projet. Maintenant, la question, c'est de savoir où est-ce que vous allez capter l'information. Donc en fait, c'est pour ça que l'analyse de l'activité est souvent plus importante que le KPI final, qui est finalement, somme toute, on ne le réinvente pas à chaque fois, c'est à peu près toujours les mêmes. Par contre, ce qui compte, c'est de savoir comment vous alimentez une donnée qui est fiable et robuste et qui est mise à jour de façon fréquente. Le deuxième, voilà, c'est un petit peu la continuité de ce qu'on vient de se dire. C'est en fait ce qu'on appelle communément de la métadonnée. Hein. Aujourd'hui, c'est de passer d'une donnée qui est stockée. Donc, je vais prendre l'exemple alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais la notion de document-centric versus data-centric. Voilà. Aujourd'hui, un document-centric, c'est une organisation document-centric, c'est-à-dire que vous avez de la donnée qui est portée par du documentaire. Donc en fait, pour aller chercher l'information, vous devez ouvrir le document pour aller retrouver les éléments. Donc là, on parle effectivement d'une donnée stockée. La donnée actionnable, c'est l'inverse. Vous allez avoir une base de données avec un certain nombre de données qui ont été captées et vous produisez des documents depuis cette donnée. Voilà. Et donc en fait, la différence entre l'un et l'autre, c'est que dans le deuxième cas, vous êtes capable de faire des analyses beaucoup plus poussées, des actes d'analyse beaucoup plus poussés et de faire communiquer, on va dire, les différents éléments. Donc oui, ce qui est bien important, c'est de structurer cette donnée. Donc nous, on a l'habitude de parler de chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il faut bien identifier dès le début comment est structurée l'activité. Et ça marche, qu'on fasse des études, qu'on fasse de la fabrication, qu'on fasse des travaux. L'enjeu, c'est de pouvoir positionner ces points d'indicateurs au bon niveau. Si je reprends par exemple une fabrication, puisque c'est ce qu'on a mis en place, on a très vite identifié comment faire des chaînes de valeur, c'est-à-dire une fabrication dans une usine, il y a des fondamentaux qui existent toujours. Il y a toujours une phase d'approvisionnement, il y a toujours une phase de fabrication et il y a toujours une phase de montage et d'essai. Donc à partir de là, une fois que vous avez bien identifié et structuré cette chaîne de valeur, si par exemple, je vais faire vite parce qu'on a déjà, si vous avez un fournisseur qui travaille sur stock, la phase d'approvisionnement ne sera pas critique. Donc vous n'aurez pas d'intérêt à mettre un indicateur là-dessus pour vérifier que votre fabrication a bien démarré à l'heure ou elle a bien démarré. Par contre, si votre fournisseur, vous savez qu'il a une phase d'approvisionnement qui est souvent longue avant de lancer ses appros, il y aura un intérêt à mettre un indicateur là. Parce que votre KPI, s'il n'est pas structuré en identifiant bien ces valeurs-là, eh bien, dès que vous allez vouloir suivre vos fabrications, vous aurez du mal à savoir où vous en êtes. Donc l'enjeu, il est là, c'est de bien définir la chaîne de valeur, bien positionner les indicateurs qu'on suit, et à partir de là, le KPI, il va être représentatif. Et puis à ce niveau-là, on fait même ce qu'on appelle de l'avancement physique, c'est-à-dire qu'on est capable de dire c'est bon, j'en suis à 20-30% parce que j'ai passé ma chaîne de valeur, et ainsi de suite, et avoir des indicateurs qui sont remontés, qui sont vraiment représentatifs de la réalité. Et le positionnement des KPI en fait, dans cette chaîne de valeur, c'est ça qui est essentiel en fait, dans l'anticipation des risques. Aujourd'hui, c'est un constat partagé par tout le monde, hein. On est dans le constat de l'événement. On est dans le constat des conséquences d'un événement. Donc aujourd'hui, on prévient un client ou même en interne, on découvre quelque chose qui potentiellement aurait pu être largement anticipé avant par justement des moyens de contrôle intermédiaires qui sont faits en phase amont qui permettent d'identifier ce genre de dérive. Bien sûr, vous n'allez jamais régler, moi j'ai l'exemple, un corps de robinet, vous faites du ressuage, il s'avère être faux, il y a 6 mois d'appro, vous êtes obligé de relancer 6 mois d'appro. Ce sont des événements non anticipables, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il y a bon nombre d'activités aujourd'hui qui sont en retard simplement par manque de maîtrise de leur lancement et de leurs conséquences vis-à-vis de la chaîne de valeur justement sur toute la suite du projet. Voilà. Et moi il y a une donnée qui... Il y a une information, il y a une définition que je trouve extrêmement importante. On parle beaucoup de données, ça brasse énormément de données dans toutes les différentes activités, mais en fait, une donnée n'a de valeur que si elle peut permettre une action ou une décision. Et ça, il faut toujours le garder en tête parce que s'inonder de KPI, s'inonder de données qui gravitent de l'une à l'autre,
n'a aucun effet productif en fait sur une gestion de projet, tant et autant qu'elle n'amène pas une prise de décision. Et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. La fameuse anticipation, c'est que c'est toujours plus facile de régler une problématique qu'on voit arriver dans 3 mois, dans 6 mois, que si elle arrive la semaine prochaine. Les marges de manœuvre ne sont pas les mêmes. Et puis la dernière, alors bon, ça c'est un vieux débat souvent avec les informaticiens, l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, la grande maladie de beaucoup d'outils qu'on utilise sont des outils dans lesquels on demande à nos opérationnels de faire de la saisie, donc de la remontée d'informations. La problématique, c'est qu'il n'y a aucun principe de réciprocité là-dedans. C'est-à-dire qu'ils font de la saisie, la donnée part dans un système, mais dans lequel ils la récupèrent très rarement dans le cadre de leurs activités. Et aujourd'hui, si on veut garantir la réussite d'une digitalisation d'une activité, cet élément, c'est presque un élément central. Il faut partir de comment fonctionnent les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils utilisent. Aujourd'hui, quand on parlait de la multiplicité des fichiers Excel, ça représente souvent un besoin opérationnel pour les différents acteurs, notamment pour le chef de projet. Et donc de là, il faut repartir de cette base-là pour créer des interfaces au niveau digital qui correspondent à leur activité et faire en sorte que la saisie devienne non pas une contrainte, mais quelque chose en fait qui apporte de la valeur à celui qui l'a saisi. Et à partir de là, vous améliorez la robustesse, vous améliorez la fiabilité, et donc vous assurez que la remontée d'indicateur jusqu'à faire du monitoring au niveau direction ou management, bah vous retrouvez avec une donnée qui est actualisée, qui est robuste, et dans laquelle la prise de décision elle est cohérente de ce que vous vivez de façon opérationnelle. Voilà, donc c'est vraiment pour nous, en tout cas, les 3 marqueurs très importants pour la réussite d'une digitalisation. Et donc du coup, bah, pour représenter tout ce qu'on vient de vous dire, bah, on voulait vous présenter un petit peu quand même ce qu'on a fait dans le cadre de l'expediting. Donc, bon, malheureusement, je pensais pouvoir présenter depuis mon PC, donc je ne pourrais pas vous montrer l'applicatif parce que c'est pas, au niveau technologique, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, on vous a fait un visuel. Voilà, l'idée, si vous voulez, c'est qu'en fait, on a un outil digital qui correspond à des aspects métiers au niveau des expéditeurs. D'accord ? Un expéditeur, c'est quoi ? La définition intrinsèque, c'est bah, la gestion des tâches et des actions. D'accord ? Donc ce sont des rapports de visite qui génèrent effectivement des tâches et des actions à suivre. Sauf que bah, une liste de tâches, une liste d'actions, côté projet, côté client, c'est pas forcément toujours lisible. Oui. Et alors, en fonction de l'interlocuteur dans le projet, il n'a pas besoin du même niveau d'information. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est une réalité. Un chef de projet, en termes d'indicateurs, il a besoin de, entre guillemets, ça va, je suis à l'heure, tout va bien, ou j'ai un problème, ainsi de suite. L'ingénieur projet qui est en dessous, lui, il aura besoin d'un peu plus de détails. Mon étude a bien démarré, elle va se finir à l'heure. J'ai fini la qualif, je vais passer à la phase de réalisation. Ou après un niveau plus bas, ou même en fabrication, l'expéditeur, ben lui, il a besoin d'un niveau de détail dans l'usine, même de séquence, de telle pièce est fabriquée, elle va arriver, ainsi de suite. Du coup, ben, ça, c'est plutôt du niveau, pour prendre l'exemple Expeditor, où on voit bien qu'il a identifié, bon, sans rentrer dans le détail, on voit bien qu'il a défini ses chaînes de valeur et d'avancement, mais après, dans le reporting, on voit bien qu'on arrive à des tableaux de sortie qui sont plus synthétiques et qui remontent juste un état. Après, en jouant sur, c'est un peu l'objectif, en jouant sur des codes couleurs, qui sont toujours les mêmes, vert, orange, rouge, vert tout va bien, orange je suis en risque, rouge je suis en dérive, ça permet du premier coup d'œil de savoir où on en est et de cibler éventuellement les points qu'on juge de critique et de lancer des actions. Et ce genre d'outil, l'objectif c'était ça, on travaille avec les tableaux Excel, c'est d'avoir un outil qui permet déjà de synthétiser, d'avoir ces éléments et de sortir ce type de reporting au bon niveau et au bon interlocuteur. Donc pour résumer, effectivement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'analyse de l'activité, en fait, vous voyez, le tableau du milieu, c'est vraiment l'activité telle qu'un expéditeur a besoin d'avoir pour pouvoir fonctionner et faire son job. Par contre, tout ce que vous avez autour, c'est la transformation de tout ce qui est capté par rapport aux besoins du client. Alors ça peut être du fournisseur, ça peut être d'une direction, peu importe. Donc c'est de la manipulation de données et on verra juste après quelle importance ça peut avoir aujourd'hui, notamment dans le cas de CFSI par exemple, de pouvoir identifier justement quels sont les impacts. On va continuer. Donc juste présenter nous le modèle en fait. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un mandat, ce qu'on appelle un mandat expediting, c'est une sorte de sous-commande vis-à-vis de notre client. Donc en fait, elle n'a pas vraiment de réalité en tant que telle côté projet. Cette sous-commande concerne un équipement, une fabrication particulière qui, elle, a sa propre, on va dire, chaîne de sous-traitance
Mais aujourd'hui, dans la restitution historique qu'on faisait avec EDF, on était beaucoup sur du documentaire, on fournissait énormément de livrables, mais la transformation en réalité par rapport au projet était quelque chose d'extrêmement chronophage et compliqué. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on a voulu en fait aller chercher, de pouvoir faire ces analyses transverses, multicommandes, parce que au niveau contractuel et au niveau projet, au niveau lot de projet, vous n'avez pas forcément envie d'avoir juste une vision d'un équipement, vous avez envie d'avoir une vision d'ensemble, de l'ensemble des équipements aujourd'hui qui concernent votre projet. Et donc, aujourd'hui, on a défini 2 axes. Nous, aujourd'hui, on fonctionne, la donnée saisie, elle concerne l'arborescence produit, qui pour nous est essentielle. C'est elle qui structure en fait aujourd'hui un mandat, qui permet d'associer un mandat aux directions de projet, aux lots, aux sites, aux besoins, aux arrêts de tranche. Donc c'est elle qui est porteuse aujourd'hui de tous les éléments côté EDF qui sont nécessaires dans la planification de leurs activités. Et de l'autre côté, on a la partie plan d'action expediting. Vas-y, on avance. Ça, c'est l'objet même du métier. Aujourd'hui, c'est la constitution de plan d'action. Et en fait, la réunification des deux, aujourd'hui, la digitalisation, qu'est-ce qu'elle nous a permis? Elle nous a permis de consolider tout ce qui touche, on va dire, à ce qu'on voit dans les usines, qu'on rapproche à une arborescence produit, et on obtient effectivement un tableau de pilotage. Mais le tableau de pilotage que vous voyez ici n'est en aucun cas saisi. C'est une reconstitution d'informations qui permettent d'avoir une vision synthétique de juste où est-ce qu'on en est, quels sont les risques et quelles sont les actions à entreprendre. Ce n'est pas un état des lieux de tout le projet, de tout ce qui s'est passé. Et voilà. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a défini ensemble avec M. Teston pendant plusieurs années sur voilà, comment créer cette chaîne de valeur, comment découper de façon assez normative une chaîne de valeur sur un projet et pouvoir mesurer des avancements, d'ailleurs théoriques et physiques, mais qui soient cohérents, quel que soit le type d'activité. Et de garantir au projet que le matériel, bon là c'était pour le matériel, sera à l'heure sur le chantier au moment où on a besoin de le monter. Parce que la première donnée dont on a besoin, c'est celle qu'on demande au projet, c'est donnez-nous votre jalon. On a besoin de votre échéance. Et à partir de là, on fait notre analyse en inversé et on s'assure ou on met en place des plans d'action pour garantir que ce matériel, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un chantier qui démarre et qui s'arrête immédiatement parce qu'il nous manque la pièce qu'on doit monter ou une pièce parmi celles qu'on doit monter. Et comme on a une mesure en fait sur toutes les étapes de la chaîne de valeur, en fait on s'est anticipé par effectivement rétro-planning en fait, dès qu'il y a un événement, même en amont de la fabrication, au niveau des études, au niveau des appros, on sait tout de suite faire une mesure d'impact, en tout cas de challenger le fournisseur pour demander en fait un plan de mitigation par rapport à un standard qui ne pourra plus être respecté. Voilà. Et c'est en ça que vous retrouvez en fait à faire de l'anticipation de projet. Et donc là, ce que vous ne voyez pas, c'est dommage, j'aurais voulu vous le montrer. Mais finalement, côté expéditeur, imaginez juste un plan d'action que tout le monde connaît, mais qu'on identifie toujours en fait sur une phase de fabrication d'un équipement donné. Et en fait, la consolidation de l'ensemble de ces éléments nous permet d'afficher un tableau de ce type-là, dans lequel vous ne faites apparaître que les éléments qui sont identifiés en risque. Parce qu'aujourd'hui, dire que tout va bien, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, alimenter des tableaux dans lesquels vous faites la liste de Prévert et on voit énormément d'informations, mais finalement, on n'arrive pas vraiment à identifier qu'est-ce qui est compliqué et qu'est-ce qui nécessite aujourd'hui une décision. En fait, c'est ça qui est compliqué. Donc aujourd'hui, en fait, on a un système qui est en communication directe et qui permet, en fait, à la suite d'une mise à jour de plan d'action, vous avez l'intégralité de la mise à jour qui est faite. Et je rajouterai une deuxième chose. Une grande maladie qu'on a dans nos projets, c'est qu'on a le planning d'un côté, donc c'est-à-dire qu'on a des jalons, et puis on a des plans d'action de l'autre. Et la connexion entre les deux se fait très rarement. Donc vous pouvez arriver à avoir des échéances qui sont données sur des actions, qui ont des impacts directs sur certaines phases du projet, que vous ne retrouvez jamais. Voilà. Et le principe de ce système-là, c'est de pouvoir interconnecter les deux. Vous avez effectivement des tâches qui sont des jalons et des tâches qui sont des actions. Et la synthèse des deux, en fait, ce que vous voyez ici, ce sont des remontées de date. Et c'est toujours la date au plus tard de la phase, qu'elle soit un jalon ou qu'elle soit une action, qui remontera. Voilà. Donc c'est une autre manière, en fait, de consolider des plannings Gantt qu'on connaît très bien. Mais finalement, les plannings Gantt qu'on connaît, c'est souvent des fichiers Excel mis dans MS Project. Hein, voilà. Mais dans la réalité, elles sont totalement déconnectées de suivi technique. Voilà, moi j'ai l'exemple il n'y a pas longtemps avec le CEA par exemple, sur le projet Diadème, où effectivement vous aviez une réalité côté technique, une réalité côté inspection, une réalité côté projet. Et en fait à la fin, comme il y avait des problèmes de communication entre les interfaces, vous retrouviez en fait avec une direction qui était en fait entre guillemets, on va dire plutôt guidée par le fournisseur que par ses propres équipes en termes d'avancement et en termes de problématiques. Voilà. Et donc vous vous retrouvez avec une déconnexion entre les prises de décision qui sont faites et les problématiques opérationnelles que vous avez.
Voilà, bon, le tableau de bord, on en a parlé tout à l'heure. Là, j'ai voulu représenter ça, c'est dommage, on ne voit pas très bien, mais la reconstitution de ça, aujourd'hui, nous, le constat qu'on a fait, on va parler du Covid, par exemple, en 2021. Il y a eu quand même un événement marquant qui était le Covid. Et donc, il y a eu des gros enjeux, en fait, en termes de visibilité pour EDF, de savoir quels étaient les impacts côté fournisseur et où est-ce qu'on s'en allait. Et la difficulté qu'on a eue à ce moment-là, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le fait que comme on fonctionne en mandat contractuel, faire des tableaux de synthèse en fait pour dire tiens, sur cet arrêt de tranche, voilà tous les mandats qui sont concernés, c'est quand même compliqué. Autre événement, vous avez un CFSI, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à identifier où sont les impacts? Voilà. Donc je vais en parler, enfin Mickaël va en parler mieux que moi. Oui, et puis bon, il y a aussi une chose qui est importante, c'est de corréler la capacité, la charge et la capacité. Un des éléments qu'on a eu besoin d'identifier assez vite, c'est voilà, quel que soit le domaine, mais voilà, toujours revenir en usine, mais ainsi de suite, c'est que ce que je disais, un fournisseur, la première chose qu'on lui demande, c'est quelle est votre capacité, qu'est-ce que je représente chez vous. Si un fournisseur il me dit, moi je fais 1000 pièces par an, et que je m'aperçois que déjà, je lui dis, et nous, mon entité, mon groupe, quel est le volume qu'on représente chez vous? On représente 20, 30, 40, 50%. Forcément, il va pas me donner, je ne vais pas lui demander les commandes qu'il a avec d'autres personnes. Mais déjà, ça permet très vite d'identifier s'il est en capacité de fournir ou pas. Si, en fonction, et si je fais varier, parce que dès le début, on identifie s'il est en capacité de faire, mais si j'ai une dérive planning, il faut que je sois capable de dire, ma dérive planning va décaler sa charge. Est-ce qu'il sera toujours en capacité de fournir? Ça, c'est le premier point, et c'est très important. Et après, comme le disait Quentin, quand on a un problème technique, alors on prend le cas du CFSI, parce que voilà, un cas de malfaçon ou d'irrégularité, mais aussi on peut avoir, ça nous est déjà arrivé, un fournisseur qui nous appelle en disant on vient de se rendre compte que nos équipes, elles sont allées chercher de la matière dans les stocks et elles se sont trompées de matière, elles n'ont pas pris la matière qualifiée pour vos fabrications et ça fait, on vous livre du matériel, on vous a livré du matériel non qualifié. L'enjeu immédiat sur lequel on doit... Aujourd'hui, on est incapacité d'être hyper réactif et rapide, c'est d'identifier très très vite les matériels concernés et où est-ce qu'on les a installés. Donc, avec des outils de ce type, on a une traçabilité qui fait qu'en quelques clics, on est capable de dire, parce que des fois, on a eu des cas où on parle de milliers de matériels installés, et il fallait qu'on les identifie, qu'on aille voir si on devait mettre en place un plan d'action correctif, d'aller voir quel est l'impact potentiel pour la sûreté de nos installations, parce que c'est quand même notre leitmotiv. Ce type d'outil nous permet d'être très réactif et de très très vite avoir une vision des impacts. Ça permet d'alimenter, là on parle de l'expediting, mais il faut savoir que cette méthodologie ou même cette philosophie d'outils, elle est applicable en fait à tout ce qui touche à la gestion de projet de près ou de loin. D'accord, c'est pas spécifique juste à l'expediting. On l'a adapté pour l'expediting par rapport à la façon dont on récupère la donnée, récupère l'information, mais à la fin, là, enfin, les phasages que vous avez vu tout à l'heure, elles respectent les principes des gate review. Je sais pas est-ce que tout le monde connaît ce système-là. Voilà, donc en fait, on est typiquement dans de la méthodologie classique de gestion de projet et d'identification des risques. Et on dit souvent, voilà, un tableau de bord c'est très bien, mais en fait, ce qui compte, c'est pas juste de savoir où on en est, c'est de savoir où on s'en va. Et c'est ça l'enjeu. Et là, ce que vous représentez ici, c'est ce qu'on dit. Enfin, je voulais parler par rapport au Covid. Aujourd'hui, vous voyez, grâce à ce type d'outils, vous êtes capable de faire une synthèse non pas en vision contractuelle, mais en vision client. Donc c'est un tableau qui récupère aujourd'hui l'intégralité des arrêts de tranche, ainsi que l'intégralité des PNPP, PNPE et matériel associé. Et vous avez le code couleur et la date qui vous permet d'identifier tout de suite où est-ce que vous avez une problématique et vous cliquez dedans, vous avez l'analyse. Après, vous retrouvez ce qu'on a dans l'outil Expediting, à savoir quelles sont les actions à risque et aujourd'hui, quelles sont les actions qu'il faut entreprendre pour limiter le risque. Voilà. On a parlé beaucoup voilà, de données, etc. Mais il faut savoir que, en tout cas, moi c'est ma conviction, la digitalisation, au-delà d'apporter du sens, au-delà d'apporter de l'efficacité, vous avez un gain financier non négligeable. Aujourd'hui, la performance économique est malgré tout toujours liée à la façon dont on travaille. Et dans ce qu'on a vu aujourd'hui dans le cadre du suivi des fabrications, c'est vrai qu'on voit un nombre de temps sans valeur ajoutée qui est assez gargantuesque. En fait, on se retrouve à consommer de la ressource finalement sur des tâches qui n'apportent rien réellement en termes de valeur. Et aujourd'hui, digitaliser, c'est aller chercher à tuer tous ces temps sans valeur ajoutée pour permettre d'avoir, on va dire, une action directement sur le projet et pas simplement pour faire un état des lieux de où est-ce qu'on en est. Voilà.
Donc aujourd'hui, on a essayé de lister un petit peu les différents gains. Voilà, donc d'un point de vue projet, effectivement, vous avez de la fiabilité, vous avez de l'économie, vous avez de la qualité, vous avez de la rapidité de prise de décision, et vous avez aussi énormément, beaucoup moins de réunions et beaucoup plus d'actions. Combien de réunions aujourd'hui on fait entre fournisseurs et clients qui ne sont que des réunions pour faire un état d'avancement, pas pour savoir quels sont les problèmes et vers où on s'en va. Aujourd'hui, il y a énormément d'heures qui sont passées en réunion pour ça, qui sont chronophages pour le client, mais pour le fournisseur aussi. Parce que vous vous retrouvez dans des situations où un fournisseur qui commence à être un peu en difficulté, la réaction immédiate du client, c'est je multiplie les réunions pour savoir où on en est, pour pouvoir... Donc en fait, vous créez naturellement en fait, un effet où les ressources qui devraient travailler pour faire avancer vos projets sont prises par des réunions de restitution de savoir où on en est. Donc en fait, ça devient contre-productif. Et à la fin, on arrive toujours au même constat, c'est dire à un moment donné, stop, il faut qu'on arrête, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Voilà. Et puis d'un point de vue projet... L'avantage, c'est que ça apporte une visibilité accrue et une réactivité, on se répète, qui est quand même très importante. Mais ça apporte à tous les acteurs. Régulièrement, on est sollicité, alors quand on passe par nos services achats, par exemple, qui ont besoin de lancer des commandes en urgence, parce qu'on a besoin d'un matériel spécifique. Ils nous sollicitent en disant on doit acheter tel type de matériel, c'est urgent, on doit être réactif. Est-ce que vous pouvez nous dire chez quel fournisseur on pourrait s'orienter? Et typiquement, avec ce genre d'outils, on est très vite capable de leur dire celui-là, il est en capacité de vous fournir rapidement parce qu'on connaît la charge de l'usine, on sait où ils en sont, on sait aussi leur capacité, même qualitative. Ça, c'est un premier point. Et puis, vous le voyez ici, d'une même donnée, vous parlez en fait à différents niveaux, mais avec le niveau de synthèse qui est adapté au niveau et à vos interlocuteurs. Et ça, c'est essentiel. Voilà, un directeur de projet n'a pas besoin d'avoir le détail des plans d'action. Lui, il veut savoir est-ce qu'il y a des risques, où est-ce qu'on s'en va. Un manager de l'eau va être dans un niveau de détail un peu plus important, et votre correspondant projet, lui, il veut avoir tous les éléments de détail de l'activité de votre projet. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est en capacité aussi d'alerter sur le fait que très vite, des fournisseurs se dirigent vers de la défaillance, parce qu'ils n'ont pas pris en compte les enjeux, parce qu'ils sont en surcharge, ou aussi parce qu'ils sont en sous-charge. On a des fournisseurs qui sont stratégiques dans la maison, mais qui par moment se retrouvent pas forcément, qui sont des petits fournisseurs, parce qu'on a quand même le panel de fournisseurs qui existe. De toute façon, il est représentatif ici, il est énorme, mais on est face à beaucoup de PME, de PMI qui sont pas des dimensions, qui ont des dimensions qui peuvent être très vite critiques et qui, s'ils se retrouvent sans commande pendant un certain temps, peuvent se retrouver défaillants. Ça nous est arrivé. Et après, le dernier point, c'est aussi, on a des fournisseurs, il y a quand même pas mal, chez lesquels on n'est pas dimensionnant. Des fournisseurs qui fabriquent, je prends toujours le cas, à une époque où j'ai travaillé sur le projet des diesels d'ultime secours, pour les diesels, il nous fallait des paliers, vous savez, paliers moteurs. Sauf qu'on fabrique 56 diesels, 56 paliers. On se fournissait chez un fournisseur allemand qui produit 10 000 paliers par an. Vous imaginez bien que quand nous, on arrive, via notre chaîne de sous-traitance, en lui disant je vais vous commander 56 paliers qualifiés nucléaires, ainsi de suite, très très vite, il nous a dit écoutez les gars, je ne vais pas arrêter ma chaîne tous les 15 du mois pour que vous veniez contrôler que tout va bien. Donc là, il faut travailler avec eux. Et là, ce qu'on peut faire, c'est là qu'on peut mettre en place des scénarios. On dit, ok, on fait une série ou on fait 2 séries et on travaille avec le fournisseur. Il met sa chaîne en ordre de bataille pour nous. Il fait la série de fabrication. On y va, on fait nos contrôles, il nous livre et lui, il est tranquille, il continue. Et nous, on est sûr d'avoir notre matériel. Et ça arrive plus souvent que ce qu'on croit. Il y a beaucoup de fournisseurs chez lesquels il est important qu'on leur apporte une visibilité sur nos besoins pour pouvoir travailler avec eux, pour qu'ils puissent se mobiliser pour nous. Donc la conclusion, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit pendant la séance. Moi, il y a juste une phrase sur laquelle j'insiste énormément. On ne digitalise pas à coup d'initiatives locales. Ça doit rester une décision de direction, de management, si vous voulez quelque chose de cohérent. Moi, j'avais un jour un de mes directeurs qui n'était pas très branché informatique, qui m'avait dit les outils informatiques ne créent pas de valeur. Et la seule chose que j'avais trouvé à lui répondre, j'ai dit non, mais elle donne du temps aux gens pour en faire. Et c'est ça qui est vraiment important. L'outil en tant que tel n'est pas une fin en soi. C'est pas la finalité technologique, c'est pas d'avoir un outil digital.
c'est de permettre aux acteurs que le temps qui passe aujourd'hui au niveau au travail soit toujours créateur de valeur et non pas simplement à faire quelque chose que un outil digital pourrait faire à leur place. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc les éléments à retenir, l'activité, on en a parlé, le triptyque, le rôle clé de l'utilisateur, la finalité technologique de l'outil digital, mais c'est juste un vecteur de cohérence, et puis la culture projet orientée données utiles. Voilà, et aujourd'hui, c'est ça qui est pour nous en tout cas très important dans la maîtrise des projets côté fabrication. Merci.